J'invite Martial Hu à nous rejoindre et présenter ses invités. Bienvenue Martial. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi d'être là ce soir avec vous, bien entendu. Salle comble. Alors vous savez que j'aime bien raccrocher les thèmes que nous évoquons chaque année à l'actualité. Il se trouve que là, aujourd'hui, on est particulièrement servi puisque, d'une part, on a un Français qui a reçu, ça vous aura certainement pas échappé, l'équivalent du prix Nobel de tout ce qui se fait en termes d'intelligence artificielle, un des 3 inventeurs et développeurs du deep learning. La semaine prochaine, ça vous a peut-être plus échappé, les évêques se réunissent à Lourdes et de quoi vont-ils parler? De l'intelligence artificielle et de la religion, je vous promets que c'est vrai. Et puis, évidemment, demain, on fêtera aussi le premier anniversaire du plan digital et intelligence artificielle qu'avait présenté il y a maintenant donc 1 an, c'est logique, Cédric Villani, 10 milliards de fonds d'investissement pour l'innovation de l'industrie, un méga calculateur sur le plateau de Saclay ou des pôles universitaires un peu partout en France. Tout cela pour dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle est au cœur et de la réflexion universitaire et du déploiement des différentes industries et autres acteurs de l'économie. Et pour en parler ce soir, pour savoir si on est prêt, si on sera prêt, est-ce que ça va changer, je vous demande d'accueillir Gervais Pellissier et de l'applaudir, directeur général délégué transformation du groupe et président d'Orange Business Services. Bonsoir, installez-vous, je vous en prie. Alexandre Cadin, qui est également cofondateur et PDG de Anima AI. Asseyez-vous. Et Nicolas Roger, senior manager d'Equinix. Bonsoir à tous les deux. Installez-vous, je vous en prie. Merci de les accueillir et d'accompagner, vous qui êtes là, notre réflexion, notre discussion. On le voyait à l'instant, Gervais Pellissier d'ailleurs, avec le sondage qui était révélé d'Harris Interactive. Tenez, je vous donne un micro. Il y a à la fois chez les jeunes générations beaucoup d'attentes, sans doute aussi liées aux digital natives, et puis la difficulté parfois de comprendre le monde qui les attend avec cette intelligence artificielle. En 2 mots, à quoi ça va ressembler et quelles vont être les révolutions qui attendent l'informatique IT et l'industrie au sens large avec cette intelligence artificielle? Bonsoir Martial, bonsoir chers collègues ici et bonsoir aussi à mesdames et messieurs, à vous tous qui êtes là dans la salle. Bon, si vous attendez une réponse très intelligente à cette question, c'est pas moi qu'il fallait inviter parce que moi je suis un homme d'entreprise, je suis pas un gourou, il y en a quelques-uns qui travaillent sur ces sujets, qui disent d'ailleurs des choses intéressantes et parfois contradictoires et qu'on essaye, nous, industriels, d'écouter et de comprendre. Juste un tout petit peu, vous avez parlé des évêques, je ne veux pas faire de pub, mais il se trouve que Orange est un des mécènes du département de réflexion sur l'homme et le numérique des Bernardins, et c'est vrai que c'est un sujet pour les religions, pour les philosophies, de voir quelle est l'influence de l'intelligence artificielle sur le libre arbitre, sur les choix de l'homme, sur la justice prédictive, sur l'assurance, sur la solidarité. Bon, on a probablement toutes ces questions qui peuvent venir, qui sont de vastes questions de société à partir du moment, à travers des algorithmes, on peut dire aux gens que c'est plus la peine d'aller voter, puisqu'on sait à l'avance pour qui ou pourquoi ils vont voter en regardant leur comportement, en analysant leur mail. Alors, on n'en est pas là, Dieu merci, du moins dans la vision que nous avons, en particulier avec nos partenaires, nos clients qui sont dans la salle. On croit aujourd'hui que l'intelligence artificielle, dans ses usages d'aujourd'hui, sont quand même des usages extrêmement utiles pour améliorer la qualité de service pour nos clients, pour améliorer le reach vis-à-vis de nos clients, pour améliorer aussi la qualité de service que nous offrons à nos collaborateurs. C'est quand même aujourd'hui, il me semble, pour la plupart d'entre nous, des outils performants, précieux, utiles. On n'est pas encore au stade de la manipulation de la pensée, enfin du moins nous ne le voyons pas comme ça, même si peut-être certains peuvent y penser. Donc c'est vraiment ça. Vous avancez en gros, vous avancez sur 2 pieds, j'ai envie de dire, à la fois ce qui est le pôle opération et le pôle sécurité, c'est là-dessus. Oui, on avance sur ces 2 pieds-là, puis on avance sur un gros pied interne pour nos propres besoins.
Je vous rappelle qu'en France, on a à peu près 30 millions de clients mobiles. Donc, le traitement de la data et la façon d'avoir des algorithmes pour essayer de traiter les problèmes de ces clients, c'est quand même un enjeu majeur dès que vous êtes dans des métiers de grande consommation. Et puis, on a évidemment le pied, à travers Orange Business Services, d'essayer d'aider nos clients. Pourquoi? Parce qu'on fournit de la connectivité, on fournit les capteurs, où on connecte les capteurs qui vont collecter ces données, et après, on a essayé de se doter de couches d'analyse de ces données, et puis d'accompagner nos clients dans l'utilisation de ces données. Alors, du côté opération, moi, je citerai deux exemples qui m'ont frappé dans ce que fait Orange aujourd'hui. Un que j'ai découvert, pour tout vous dire, il y a 15 jours, parce que je suis aussi président d'Orange Espagne. Nos équipes espagnoles, qui sont assez conséquentes, déjà parce qu'on a une centaine de personnes qui travaillent sur la data et l'intelligence artificielle pour Orange Espagne, sur une équipe totale de 8500 collaborateurs, donc c'est pas si petit que ça. C'est une entreprise qui fait à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont développé un algorithme pour essayer d'anticiper l'attrition des clients, le churn des clients, pour voir si on sait détecter à quel moment un client va commencer à prendre une décision de nous quitter, ou qu'est-ce qui pourrait amener un client à prendre une décision de nous quitter. Donc on collecte tout un tas de données, on essaie de regarder aussi quel est son réseau de partenaires, des gens avec qui il appelle le plus, en se disant qu'il y en a un qui commence à nous quitter, on sait qu'on va avoir un effet de halo, où il y en a d'autres qui vont nous quitter. Et le système aujourd'hui, alors il n'est pas encore parfaitement opérationnel, on le teste, mais il vous permet même de dire au commercial à quel moment il faut appeler le client dans la journée et quel est le moment où il sera le plus réceptif pour recevoir une offre. Alors on est en train de tester ça, c'est pour l'instant juste sur une base de test, mais c'est très intéressant. On se pose évidemment toutes les questions RGPD, privacy, qui conviennent. Mais voilà, c'est un bel exemple de voir comment, en regardant le comportement d'un client, en regardant aussi les pannes qui lui sont arrivées. On sait que par exemple, tel endroit, il y a une panne de réseau. Alors, on risque d'avoir. Alors avant, on disait, bah oui, il y a une panne de réseau, on risque d'avoir dans ce quartier une augmentation du churn. Aujourd'hui, on sait, à travers l'algorithme et la collecte des données, aller beaucoup plus profondément dans le sujet. Ça, c'est un premier exemple, je pense, intéressant dans les opérations. On peut garder le deuxième, puisque vous disiez, Gervais Pellissier, que vous en aviez deux qui arrivaient en tête, mais comme on a commencé un peu à parler presque philosophie au tout début de votre intervention, qui avez cité les évêques, absolument, je suis ravi d'accueillir Alexandre Cadin avec tout son passé École Normale Sup. Votre sentiment, votre certitude, et c'est aussi l'objet d'Anima AI, c'est quand même de se dire qu'il y a de formidables opportunités. Finalement, si je devais résumer votre pensée, et vous allez la détailler bien sûr, l'idée c'est que l'homme augmenté, c'est pas forcément un gros mot, quoi. Au contraire, grâce à l'intelligence artificielle. Oui, exactement. Merci beaucoup pour cette question, Martial. Bonsoir à toutes et tous. Moi, effectivement, un des combats que j'essaye de mener avec mon organisation, c'est que je me suis rendu compte, et je pense que c'était notamment un des points qu'on pouvait soulever sur les peurs qu'il y avait à l'origine des questionnaires tout à l'heure, c'est quand on pense ou parle du futur de l'intelligence artificielle, on a en général peur et on a en général du mal à imaginer une IA qui ne nous ressemble pas. Comme si on était empreint d'un imaginaire assez étrange qui voudrait qu'on ait à construire des machines qui ont 2 bras, 2 jambes, une tête, qui nous ressemblent pour peut-être pouvoir fusionner avec elles un jour, ce qui est un peu le mythe, l'imaginaire débile de la science-fiction, de la singularité technologique, qui nous empêche de concevoir la machine comme réellement une augmentation potentielle de l'homme et non pas sa réduction à l'état de machine. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse concrètement, c'est de voir partout là où la machine peut nous permettre d'avoir des actions positives sur le monde et de nous aider à faire ce que l'on ne pourrait pas faire sans la machine. Donc concrètement, penser une forme de pluralité, si l'on veut, au lieu de la singularité, comme j'aime le dire. Et très concrètement, cette conviction vient d'un phénomène très simple, c'est qu'on est plongé aujourd'hui tous ici dans un monde qui est au cœur de défis intriqués d'une complexité inouïe. Je pense évidemment aux conséquences et au monde de l'anthropocène dans lequel on vit, aux enjeux de dérèglement climatique. Et tous ces enjeux, on s'en rend compte, peuvent notamment être abordés plus facilement, compris en tout cas pour l'instant, grâce à l'intelligence artificielle. Donc moi, l'approche que j'ai de l'intelligence artificielle est très simple. Je considère que c'est un processus qui permet de transformer un chaos d'informations en connaissances actionnables. Et le monde dans lequel on vit, enfermé dans tant d'informations, de données absolument illisibles, il devient nécessaire de faire appel à la machine pour filtrer, si vous voulez, cette complexité du monde et enfin pouvoir agir sur un environnement que l'on pourrait recomprendre avant de mieux agir.
Donc très concrètement, je me suis rendu compte ces dernières années qu'il y avait en réalité à travers le monde énormément de projets d'IA positive, si l'on veut, qui sont très loin du mythe de Terminator et qui au contraire nous aident à avoir un impact positif sur la société. On a initié aux Nations Unies une commission qui s'appelle AI for Good, qui réunit 33 agences des Nations Unies, 193 pays membres, des centaines de laboratoires à travers le monde pour voir comment on peut travailler les 17 objectifs de développement durable qui vont de l'éducation, la santé au climat, pour essayer de voir partout où l'IA peut nous aider. Donc un exemple qu'on accompagne avec ma société Anima, c'est qu'on travaille avec des agences spatiales pour traiter l'image satellite et travailler sur les causes et conséquences du changement climatique, donc identifier là où il y a des zones de déforestation illégale, prévenir des zones d'inondation, et aussi être capable, on s'en est rendu compte comme autre type de cas assez passionnant, de créer des services de microcrédit dans des zones où il était trop cher aux assurances d'envoyer des assureurs sur place pour évaluer la qualité des sols et finalement de traiter l'image directement par des algorithmes de computer vision sur ces satellites. Donc moi, ma passion, et je pense vraiment mon enthousiasme par rapport à cette technologie, c'est qu'on n'en a jamais eu autant besoin et c'est une très bonne nouvelle que face aux catastrophes qui nous attendent ou en tout cas à la complexité du monde tel qu'il est aujourd'hui, on ait au moins l'opportunité technologique de pouvoir les adresser si tant est que l'on est motivé à le faire. Parce que les incitations économiques sont peut-être plus longues et je pense que c'est un grand défi pour nous tous aujourd'hui de concevoir l'IA au service du bien commun. On va détailler ça évidemment ensemble parce qu'il n'y a pas que un monde idyllique évidemment avec l'intelligence artificielle et les opportunités technologiques. Mais quand on a préparé ce rendez-vous, Nicolas Roger, vous m'avez dit bon finalement le deep learning, l'intelligence artificielle, ça existe depuis des décennies. C'est simplement que maintenant on est capable de l'utiliser. Qu'est-ce qui change? Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés au niveau de l'intelligence artificielle, on en parle énormément, on en parle partout, et qu'il y a eu des progrès assez fulgurants ces dernières années. Alors comme effectivement vous le disiez, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de foncièrement nouveau. Ça a été théorisé par Alan Turing dans les années 50, qui s'est posé la question de savoir si un jour des machines pourront avoir un comportement qui est, on va dire, pas humain, mais identique à celui d'un humain. Donc il y a eu des expérimentations, il y a pas mal de choses, et on en a parlé un petit peu dans les années 70-80. C'est pareil, c'était un petit peu là, la science-fiction à l'époque. Mais les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, la machine learning, le deep learning, c'est des choses qui existaient déjà à l'époque, mais qui étaient considérées, je dirais, comme pas très intéressantes, parce qu'inutilisables et inapplicables d'un point de vue pratique. C'était trop lent, on n'avait pas les données pour pouvoir les faire tourner, pour pouvoir les entraîner suffisamment. Et donc les développements significatifs qu'on a vus ces dernières années, que ce soit des choses un peu on va dire ludiques avec Google qui a développé un programme qui bat tous les champions de Go, des choses comme ça, ça a été rendu possible par la capacité qu'on a aujourd'hui en termes de puissance informatique, très concrètement, de traiter toutes ces données, donc de les collecter, de les traiter et donc d'entraîner les algorithmes de façon à ce qu'ils donnent des résultats satisfaisants. Donc aujourd'hui, le deep learning, effectivement, a montré des résultats extrêmement performants sur de la reconnaissance d'images, sur de l'analyse de texte ou l'analyse de la parole. Et donc tous ces sujets-là, effectivement, explosent en ce moment. Et créer des opportunités pour l'industrie, en réalité. Pour l'industrie. Et donc le gros challenge aujourd'hui, c'est effectivement déjà d'apporter toutes ces données aux entreprises. Et donc, on travaille sur des places de marché où des gens vont pouvoir effectivement déposer toutes leurs données à un seul endroit pour que tout le monde puisse les consommer et en bénéficier. Si vous travaillez sur des sujets de reconnaissance de la parole, par exemple, vous pouvez avoir un échantillon de voix, mais si vous réussissez à collecter ceux des autres aussi, ça enrichit la base de données, ça améliore les algorithmes, tout le monde en profite. Et donc on crée effectivement aujourd'hui dans nos data centers un peu partout dans le monde ce type de places de marché qui vont permettre aux gens de venir chez nous, s'interconnecter entre eux, avoir la puissance de calcul nécessaire et la déposer effectivement en hébergement, ou bénéficier également de la puissance de calcul qui est disponible dans le cloud et des services qui sont déjà disponibles dans le cloud pour pouvoir consommer toutes ces données et continuer à améliorer et à rendre les algorithmes plus performants. Alors, Gervais Pellissier, je vous poserai la question aussi, Alexandre Cadin, mais si on prend basiquement les chiffres macroéconomiques d'un pays comme la France, on a 10% de la population active qui travaille dans l'industrie automobile traditionnelle, on va dire, hein, pas dans les voitures autonomes. On l'a vu, les cristalleries d'Arc qu'il a fallu sauver il y a quelques jours à coup d'argent public, 8e site industriel du pays quand même. On est dans une économie très traditionnelle, assez peu digitale. Comment on transforme cette économie-là pour l'entraîner vers l'intelligence artificielle et le digital? Alors,
Vous montrez ce qui ne va pas. Il y a d'autres domaines qui vont bien. Il se trouve que j'étais, avant de venir ici, avec les dirigeants de Schneider Electric, d'où je vous rappelle qu'ils sont maintenant l'actionnaire majoritaire d'Aveva, qui est une des entreprises leaders dans le domaine du logiciel industriel, du logiciel de process industriel, et on peut considérer que c'est un leadership. Si on rajoute Plateau Systèmes et quelques autres, il y a quand même des domaines où on a de l'excellence, et une partie de nos industries françaises sont très bien équipées. Après, chacun a ses problèmes à régler. Dans les entreprises que vous citez, il y a déjà le problème du marché. Je ne les connais pas bien, mais pour ceux qui s'intéressent au cristal, il se trouve que moi j'ai une famille je suis lorrain, j'ai une famille qui était actionnaire de Baccarat, donc j'ai quelques idées sur le cristal. Je pense que le cristal d'arc, c'est quand même un peu compliqué pour l'avenir en tant que tel. Qui a envie d'acheter quelque chose qui est en milieu de gamme comme le cristal d'arc. C'est déjà très compliqué pour la cristallerie de luxe. Et c'est encore, voilà. Donc il y a aussi le problème du marché. Avant de parler d'intelligence artificielle, de transformation, ça. Sur la voiture traditionnelle, c'est un peu le même problème. Alors après, est-ce que ça empêche des secteurs de s'automatiser? Je ne crois pas. Il y en a d'autres qui s'automatisent. Bien évidemment, pour investir et s'automatiser, il faut générer du cash flow et gagner de l'argent avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir une vision trop noire de l'ensemble industriel. Maintenant, je crois que culturellement, ce pays, et je le dis d'autant plus que j'ai été longtemps dans une entreprise industrielle qui s'appelait Bull, j'ai été 22 ans chez Bull, ce pays n'a quand même pas une très grande, n'a pas conservé, il se trouve que je suis aussi administrateur de Wendel, grande entreprise de famille industrielle, on a quand même des problèmes pour conserver une culture industrielle, y compris dans la formation, y compris dans les métiers de base. Les gens d'EDF vous diront qu'on a du mal à trouver des chaudronniers. On n'a pas pour l'instant besoin d'intelligence artificielle. Là, ce matin, j'étais avec le patron du nucléaire d'EDF. On cherche du monde sur le chantier de Flamanville quand même. Il y a des tas de postes ouverts pour aller faire la chaudronnerie pour terminer le PR. Il y a besoin d'énormément d'intelligence artificielle parce que tout le lancement va être piloté à travers des collectes de données, mais il y a aussi besoin de gens. Vous voyez, donc moi je crois qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, je ne sens pas de destruction d'emplois dans la partie industrielle. Je crois qu'en revanche, dans la partie des métiers intellectuels, on commence à le voir. Mais c'est pas mauvais. Remplacer des centres d'appel par des bots, est-ce qu'on a envie toute sa vie que ces enfants fassent leur carrière dans un centre d'appel? Qu'ils y démarrent quelques années peut-être, on n'a peut-être pas envie. Je veux dire, chez Orange, on a des gens de 55 ou 60 ans dans les centres d'appel. C'est pas si simple que ça à gérer. C'est pas des métiers très faciles quand on est en fin de carrière. Donc à la limite, qu'on arrive à automatiser ces métiers, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Moi, je suis pas du tout négatif sur cette phase actuelle. Après, il y a tout un tas d'éléments qui arrivent en même temps. Il y a des problèmes de marché, il y a des problèmes de présence européenne. Le risque pour nous, moi je vous le dis, c'est que je pense que nous ne maîtrisons pas complètement ces technologies en Europe. Nous en maîtrisons une partie, nous avons des compétences, mais nous ne maîtrisons plus le hardware de base. Alors on peut peut-être espérer qu'avec les ordinateurs quantiques, on reprendra un petit peu de maîtrise du hardware de base, mais je rappelle qu'on ne fait plus de processeurs de calcul en Europe. On fait d'autres processeurs, mais pas de processeurs de calcul. Ils sont faits en Chine, aux États-Unis. Donc c'est le processeur. Enfin, moi, je suis un peu un industriel de base. Je considère que c'est quand même dans le silicium qu'on met déjà la première partie de l'intelligence. Et quand un continent ne maîtrise plus cette partie-là, c'est là où je vois un risque. Donc ça, c'est vrai. Le fait de ne pas maîtriser certains éléments de la chaîne est plutôt un risque à terme pour nos emplois que je dirais, le progrès industriel en tant que tel. Voilà, c'est un peu ma vision, peut-être un peu primaire, et qui est à partager. Hein. Bien sûr, c'est un point de vue parmi d'autres. Alors, Alexandre Cadin, ce qui va d'ailleurs un peu dans le sens de ce que vous disiez, Gervais Pellissier, c'est qu'on s'aperçoit que les pays les plus robotisés aujourd'hui, que ce soit le Japon, la Corée ou l'Allemagne, sont aussi ceux où il y a un taux de chômage particulièrement bas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément peut-être cette peur de détruire de l'emploi, comme on le voit chez beaucoup de gens, à cause de l'intelligence artificielle ou de la révolution technologique au sens large. Oui, bien sûr. C'est qu'il y a en réalité énormément de zones de complémentarité humain-machine où on se rend compte que de nouvelles poches de valeur peuvent être cherchées et créées par de nouvelles activités que permet ce fameux centaure de l'alliance de l'humain et de la machine, et j'en suis totalement persuadé. Et pour revenir un peu pour faire le lien à votre intervention, Gervais, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a tendance à se flageller en Europe et en France pour dire comment faire une évolution de l'IA quand on n'a pas fait la révolution digitale. En gros, on n'a pas de plateforme numérique et on espère faire tourner des algos quelque part, quoi. Bon, moi je suis assez confiant en fait à
2 ou 3 niveaux. Le premier, c'est qu'il y a d'autres choses que le deep learning à plein d'endroits. On parle que de deep learning, d'apprentissage profond. Il y a de l'apprentissage symbolique qui travaille sur des faibles bases de données. C'était des méthodologies qui étaient beaucoup travaillées dans les années 70-80, qui ont été plutôt abandonnées. Parce qu'en réalité, c'est vrai que devant la performance du deep learning, on a été tenté de travailler seulement l'apprentissage profond. Et c'est sûr que devant la quantité de plateformes numériques très puissantes qui du coup financent un certain nombre de PhD en thèse chiffres, etc., on a intérêt à accentuer sur ces recherches-là, qui sont très efficaces. Mais il y a d'autres axes de recherche qui consistent à travailler sur d'autres types de bases, notamment plus faibles. On parle d'apprentissage symbolique, d'imagination artificielle, ces choses-là, qui sont pour moi le vrai futur de l'intelligence, par ailleurs. Je ne trouve pas qu'une machine est très intelligente quand on lui fait avaler 2 milliards de têtes de chat et qu'on lui demande de reconnaître un chat et un chien le coup d'après. Un enfant n'a pas besoin de le voir 2 milliards de fois, et je pense que plus on s'approchera de cette intuition ou cette capacité à réagir à peu d'informations, plus la machine sera vraiment intelligente. Donc pour moi, il y a un champ de recherche qu'on a abandonné qui est passionnant à cet égard pour l'Europe et la France. Un autre sujet, c'est qu'il y a énormément dans les applications de projets qui sont nés parce qu'ils sont allés taper une base de données qui n'était pas encore capturée par des géants du numérique. Je pense à plein d'applications assez géniales de camarades, d'entrepreneurs qui ont développé notamment un projet comme Dream en neurosciences, qui est un casque connecté qui permet d'optimiser les nuits de sommeil en capturant vos ondes alpha et bêta de concentration et relaxation pendant la nuit. Ils ont la plus grande base de données au monde d'ondes encéphalogrammes de nuit. Google les a pas. Donc ils peuvent faire tourner des algorithmes de prédiction d'Alzheimer et de tas de maladies liées au sommeil, d'apnée du sommeil pour commencer, pour des choses plus simples, qui sont absolument extraordinaires. Et voilà le type de rupture qu'on peut trouver par nos contraintes qui n'étaient qu'on n'avait pas de plateforme à ce point-là. Un autre cas, moi, que je travaille en ce moment, c'est qu'on a initié avec nos partenaires des Nations Unies un projet, une NGO qui s'appelle le AI Commons, qui a vocation à partager des données, partager des algorithmes au service du bien commun. Vraiment un Creative Commons de l'intelligence artificielle, si vous le voulez. Concrètement, permettre à toutes les organisations, si vous êtes intéressés, vous pouvez me connecter sur LinkedIn, ça me fera très plaisir, de partager leurs informations pour que leurs données ou leurs algos puissent servir les 17 objectifs de développement durable, qui sont travaillés par des laboratoires, in fine, qui permettent de réfléchir à ces questions. Et donc, le troisième point que j'ai là-dessus, c'est que plutôt que d'essayer de courir après un modèle qui n'est pas forcément le nôtre, le modèle de la Silicon Valley ou de la Chine, et de se dire « Hey, si on montait un Google européen », ce que je trouve déprimant par ailleurs. On se bat contre les Américains en 1996 en Silicon Valley, on est en 2019 à Paris, donc on a pris un petit retard et il y a peut-être un autre imaginaire à faire. Pour information, le futur de Google, c'est pas Google. Google a inventé le laboratoire Google X depuis 10 ans, qui a 3 milliards de budget annuel pour imaginer le prochain Google. Il n'y en a pas un qui est un search engine. C'est que des projets de rupture qui n'ont rien à voir. Donc, quelque part, avoir raté le train peut être un avantage extraordinaire pour penser le coup d'après. Et je parie que nos valeurs européennes et potentiellement les contraintes que l'on identifie aujourd'hui, comme la frugalité française au niveau des data et des moyens financiers, peuvent être un formidable ressort à la rupture, à condition d'arrêter de copier des modèles qui ne nous ressemblent pas. Donc j'ai bonne confiance encore, je suis peut-être un peu jeune et naïf, mais que la renaissance qui a eu lieu en Europe peut s'acheter aussi vraiment au niveau numérique, et que du coup nos valeurs puissent inclure, alors je joue toujours ma paroisse du bien commun, je suis très chiant, mais de se dire que peut-être qu'à partir des vrais problèmes de société, humains et environnementaux, on peut trouver les nouvelles poches de valeurs et de développement de l'intelligence artificielle. Mais alors, Nicolas Roger, pour poursuivre là-dessus, qui est quand même le cœur du nucléaire, là, c'est d'arriver à garder une forme de créativité, d'indépendance pour pouvoir avoir sa propre économie digitale. Quand on est sur le cloud, quand on est sur les infrastructures qui sont, on le voit avec tout le débat actuellement autour de Huawei et de la 5G par exemple, quand on est sur le hardware qu'évoquait Gervais Pellissier tout à l'heure, est-ce qu'on peut rester véritablement indépendant sans tomber dans la main de ceux qui ont les outils en fait? Alors, je dirais qu'il y a effectivement toutes les possibilités. Alors, l'avantage qu'on peut offrir, c'est qu'effectivement on a cette présence partout dans le monde, donc on peut adresser chaque marché localement et répondre aux spécificités. Après, c'est un peu le choix du client. C'est-à-dire s'il souhaite effectivement travailler avec le cloud, utiliser pourquoi pas du PaaS pour faire du l'intelligence artificielle en utilisant des choses prédéfinies, des briques sur étagère, c'est très bien. Par contre, le jour où il voudra peut-être ressortir de ces data ou ces algorithmes, ça sera un peu plus compliqué. Donc s'il veut également déployer une infrastructure dédiée, on peut l'héberger également et ça va marcher également. Et le gros avantage, quand on est sur un campus où effectivement toutes ces entreprises sont présentes au même endroit, on peut s'interconnecter facilement les uns avec les autres et échanger des données sans avoir forcément à les déplacer de l'un vers l'autre et donc garder le contrôle des données, même si on utilise un algorithme qui est dans le cloud ou à droite ou à gauche.
Après, il y a aussi, alors ça c'est un peu la prospective, mais il y a des constructeurs aujourd'hui qui travaillent sur des puces hautement spécialisées sur le traitement de l'intelligence artificielle pour être plus performantes sur les tâches d'apprentissage. Et en fait, on travaille avec ces gens-là parce qu'on se rend compte que la consommation électrique de ces puces-là, quand on arrive sur des densités très élevées, va nécessiter des performances qui ne sont pas forcément disponibles aujourd'hui sur le marché, notamment du refroidissement liquide ou ce genre de choses. Et pour continuer effectivement dans l'aspect performance, même si on rend les algorithmes plus intelligents, ce qui est aussi un autre aspect du travail, sur la puissance brute, effectivement, on est capable de répondre à des besoins localement qui sont peut-être plus difficiles à résoudre au sein des fournisseurs de cloud actuels. Gervais Pellissier, vous travaillez au OBS avec Microsoft pour développer certains programmes d'intelligence artificielle. Si je vous écoute bien, tous les trois, en gros, on n'est pas dans un duopole qui se prépare entre les États-Unis et la Chine, entre Amazon et Alibaba. On ne sait jamais ce qui se passera et personne, c'est toujours intéressant de regarder avec 10 ou 20 ans après ce qu'on a pu dire à un moment donné. Et Dieu merci, on s'est beaucoup trompé. Et je dis Dieu merci parce que ça s'est plutôt placé mieux que ce qu'on pensait. Donc il ne faut jamais prévoir, il ne faut jamais penser au pire, même s'il faut parfois le préparer. Je crois que, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre issue. On est tous, et l'Europe la première, et les entreprises européennes dont nous sommes les premiers, sont pour quand même un monde ouvert, un monde d'échange, et il n'est pas question aujourd'hui de se dire on va se refermer sur un territoire et considérer qu'on est dans une bataille de technologie, ce qu'on sent parfois un petit peu venir un petit peu des politiques américaines aujourd'hui. Je pense que c'est nous, Européens, il me semble, et les grands groupes européens et les entreprises européennes de toute taille ont tout intérêt à ce que les choses soient ouvertes. Maintenant, notre marché est quand même un petit peu ouvert à tout vent, c'est pour ça que on critique beaucoup l'Europe, on critique beaucoup de choses du point de vue des institutions. Nous pensons, peut-être que tout le monde ne pense pas dans ça, mais chez Orange, pensons-nous que le RGPD, par exemple, est une bonne chose. C'est-à-dire que l'Europe apporte aussi, à travers ses valeurs, son cartésianisme. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ce qui reste de cartésianisme, parce que ce que dit Alexandre est très intéressant, mais juste une toute petite aparté. J'avais été invité, puisque par nos amis de HBO, à la première de Westworld dans la Silicon Valley. J'ai été quand même affolé. Il y avait quand même tous les dirigeants, il y avait Zuckerberg et autres qui étaient là. J'ai quand même été un tout petit peu affolé quand même par leur regard et leur manque de cartésianisme quand même. Hein. Et ça, je pense que sur ce continent, gardons ce que Descartes nous a apporté et de séparation entre la raison et les émotions ou la foi. C'est quand même un domaine très important et il faut faire très attention à ça. Donc gardons ça, ça fait partie de la base pour travailler dans ce domaine. Donc moi je suis très, très positif sur le fait qu'il faut des partenariats et il faut prendre des briques un peu partout. Je pense que notre métier à nous chez Orange, déjà, c'est d'être un métier d'ensemblier. Je vais prendre un de nos grands projets d'intelligence artificielle, on ne sait peut-être pas que c'en est un, mais je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de Jingo, qui est Jingo, c'est l'assistant virtuel qu'on est en train de préparer en concurrence à Echo, Alexa ou à Google Home. C'est énormément d'intelligence artificielle, puisque l'objet, on va lui demander de comprendre ce que vous voulez de façon rapide et d'exécuter ce que vous voulez. On le fait évidemment avec des briques qui viennent de sociétés américaines, qui viennent de sociétés européennes. Et c'est le premier projet qu'on a fait avec nos amis de Deutsche Telekom. D'ailleurs, pour nous, c'est le premier gros projet sur lequel il y a quand même plusieurs dizaines de millions d'euros, voire quelques centaines de millions d'euros, de développement d'IA franco-allemand. Donc je pense qu'il faut aussi aller vers cette coopération entre grandes entreprises européennes et petites et moyennes entreprises européennes, parce qu'en mettant nos moyens en commun, en particulier dans le domaine du grand public, on arrive à avoir des marchés adressables suffisants. Le gros problème que nous avons, ce n'est pas uniquement les moyens financiers, c'est le marché adressable dès qu'on est dans des sujets de grand public. Le marché français, il n'est pas très grand, 67 millions d'habitants. Le marché allemand est un petit peu plus grand. On additionne les deux, on a un gros 40% des États-Unis en valeur. Donc ça commence à être une taille de marché qui commence à faire du sens. Je pense qu'il faut beaucoup qu'on réfléchisse à ces sujets-là. 2 ou 3 grands pays de l'Union européenne, c'est un marché très très attractif. D'ailleurs, on le voit pour nos amis chinois ou autres. Ils ne sont pas si intéressés que ça par Monaco et la Lituanie, hein, même si le président Xi a été ravi de faire escale à Monaco. Et la 5G, qui est évidemment l'étape d'après, c'est ce qui doit permettre, on le dit beaucoup, de déployer véritablement une industrie de l'intelligence artificielle. Ça va être la 5G, c'est 3 choses. C'est une amélioration des performances par rapport à la 4G,
Mais ça, c'est dans la ligne, dans le linéaire, disons même un peu en accélération, pas tout à fait linéaire, peut-être plus asymptotique plus asymptote que de linéaire. Mais la deuxième chose, c'est la latence. Donc le fait qu'on va pouvoir, en particulier en matière de robotique et de commande de système, réduire le délai de passage de l'instruction. Donc ça, c'est le deuxième élément. Alors, avec des éléments aussi importants, c'est que moi, je ne suis pas le grand expert, mais on sait qu'il y a des gens plus compétents que moi, je ne suis pas ici, mais qu'évidemment, on perd cette latence à partir du... On perd ce gain de latence à partir du moment où on éloigne le centre de calcul, et on pense que nous, les centres de calcul, ils devaient être au plus loin à 200 km, donc ça veut dire qu'on va avoir une informatique beaucoup plus répartie sur le territoire, d'où le concept de Edge, d'où d'ailleurs l'arrivée de géants comme Amazon qui vont voir les opérateurs télécoms pour leur dire « mais est-ce que vous ne voulez pas qu'on installe de la puissance de calcul à côté de vos antennes ou dans vos répartiteurs ?» Nous pensons que c'est plutôt nous qui devons l'installer et maîtriser ça, c'est un peu notre point de vue à nous, mais je pense que certains opérateurs plus petits, je ne dis pas spécialement en France, mais plus petits ou dont la situation de cash flow est plus difficile, vont avoir du mal à résister à cette demande d'Amazon. Donc on va avoir de l'informatique plus répartie, de notre point de vue. Les grands centres de calcul monstrueux, ça va servir à certaines applications, mais pas tellement pour gérer la vie quotidienne. Prenez le véhicule autonome ou le véhicule connecté, ça va être quand même, ça va pas être une espèce de grand centre de calcul aux États-Unis ou en Chine qui va gérer toutes les bagnoles qui circulent partout. Ça, c'est pas ça. Donc plus de centres de calcul, enfin plus de puissance de calcul répartie. Et puis, la troisième chose avec la 5G, que vraiment on anticipe, et ça c'est la vraie révolution pour nous, opérateurs de réseau, de services, de connectivité, et derrière des services qui vont avec ça, c'est que probablement, aujourd'hui, 60%, 70% du trafic sur les réseaux mobiles, c'est vous et moi qui le générons par nos propres actions. C'est le clic ou l'appel d'un être humain, même si c'est vers un service pour regarder de la vidéo, qui génère ça. Nous pensons qu'avec la révolution, on a parlé d'industrie 4.0, les solutions de sécurité, tout ça, que 60% du trafic à horizon 2025 sera généré par des systèmes ou des objets et plus par les êtres humains, et que ça servira à faire fonctionner l'environnement autour de nous sans obligatoirement qu'on s'en aperçoive. Ça, c'est la vraie révolution. Et je ne sais pas si on la mesure, mais jusqu'à présent, la connectivité, surtout mobile, c'était des relations entre les personnes. Et ça va vraiment basculer, en particulier en termes de trafic. D'où l'importance, je dirais, de se préparer avec nos partenaires clients, industriels, sur cette révolution de la 5G. Nicolas Roger, l'IoT plus le big data plus l'intelligence artificielle avec un environnement 5G, vous voyez ça comment? Comment est-ce que vous voyez l'évolution, vous, à 5 ou 10 ans? Je dirais que les trois sont liés, en fait, puisque, effectivement, comme Gervais vient de l'expliquer, tous ces dispositifs, ces objets connectés vont générer un tel volume de données qu'il va falloir les collecter de manière efficace, donc ça fait le rôle de la 5G, et les traiter dans un délai raisonnable. Alors, délai raisonnable, ça dépend un petit peu des cas d'usage. Si on peut attendre, je dirais, 1 ou 2 minutes, effectivement, on peut centraliser et puis répondre, je dirais, au dispositif. Si dans un véhicule connecté, on va plutôt être de l'ordre de quelques millisecondes si on veut être réactif. Et donc forcément, effectivement, les workloads vont être poussés au niveau du edge, où on va avoir un certain nombre de traitements qui vont être faits là, et puis des traitements moins urgents qui vont peut-être remonter, être centralisés. Donc on va arriver sur une architecture un petit peu distribuée, où effectivement les calculs, en fonction de la criticité des cas d'usage, vont être répartis. Ça veut dire que si on raisonne industrie IT, on recentralise, hein, c'est ce que vous dites tous les deux. Alors, pas tout. On relocalise. En fait, on remonte en centrale une partie des données qui vont être nécessaires, je dirais, à l'intelligence collective. C'est-à-dire, l'idée derrière, c'est que l'intelligence collective va être supérieure à la somme des intelligences individuelles. Et donc, par exemple, quand on a des véhicules connectés, chaque véhicule va être plus ou moins autonome. Donc là, dans ce cas-là, le edge, il est dans le véhicule. Après, ils vont s'interconnecter entre eux, effectivement peut-être à 200 km pour offrir une latence raisonnable. Et puis peut-être qu'on va après s'interconnecter à un niveau plus loin, pourquoi pas avec les smart cities, où en fait on va pouvoir analyser, pourquoi pas ce qui se passe à un carrefour pour prévenir les véhicules qui vont arriver. Attention, il y a un piéton, il y a quelque chose, il y a un obstacle. Et donc tout ça cumulé va permettre de rendre les véhicules, alors peut-être pas complètement autonomes, puisque derrière il y a des questions un petit peu métaphysiques ou déontologiques, mais au moins de plus en plus capables de réagir dans les bonnes circonstances.
Gervais Pellissier. Si je peux juste dire, faire un peu de publicité pour Orange, dire simplement qu'on teste ce sujet de véhicules connectés avec nos amis de PSA à l'INAS Montlhéry. Donc en France, on teste bien ça. Il n'y a pas qu'aux États-Unis ou ailleurs, mais on teste bien sur le territoire national la 5G avec des véhicules connectés et de voir comment tout ça réagit. Par rapport à ce monde à la fois local et mondial qui se prépare, Alexandre Cadin, vous êtes sur des problématiques où justement, plus on maîtrise de données, plus on peut répondre à des cas concrets. On parlait de l'environnement tout à l'heure parmi vos différents combats avec les satellites. On a commencé en disant homme augmenté, mais c'est vrai que là, toute cette technologie-là doit servir une économie au service de l'homme, c'est ça, et du salarié et du client. Oui, bien sûr. Le défi qu'on a aujourd'hui, je pense, est d'abord d'identifier toutes ces opportunités où l'augmentation de l'homme permet d'agir au moins pour lui et pas contre lui, et pour son environnement, c'est une certitude. Et aussi, je pense, qu'il est assez passionnant, moi je me suis rendu compte ces dernières années, en évoluant un petit peu dans la sphère de ces intelligences artificielles au service du bien commun, de ces projets en tout cas, c'est que on identifie, et ça doit être pareil dans tous les types de cas, stricto sensu, business, d'optimisation ou de recherche de nouvelles créations de valeur, c'est de voir à quel point on fait tous les mêmes essais, partout, chacun dans notre coin. Moi, j'ai identifié à travers des laboratoires de Séoul ou des laboratoires de Moscou ou de Silicon Valley et autres, etc., des tentatives similaires, parfois avec 3-4 ans d'avance, pareil pour des business, pareil pour des startups, qui parfois, dans cette approche justement en commun que vous évoquez aussi pour la taille critique d'un marché européen ou en tout cas franco-allemand, on retrouve les mêmes nécessités pour les tests de projets qui ont pour pouvoir bien scaler, comme on dit, souvent partager leurs informations, leurs données, leurs résultats, leurs échecs et best practice. Et je pense que c'est un axe aussi qui est très intéressant de partager, auquel vous contribuez aussi, si j'ai bien compris, avec ces possibilités de partage d'informations et de prototypage de projets communs entre des organisations, qui est pour moi un des grands défis. Moi, j'ai halluciné de voir l'an passé sur la commission de l'ONU, j'étais en charge de la question des futurs des villes, et de remarquer des villes entières qui avaient des projets pareils, identiques, qui n'en avaient jamais parlé. Et de se rendre compte qu'en réalité, en mettant en commun, par exemple, les initiatives de Barcelone et Amsterdam, qui ont par ailleurs un projet extraordinaire grâce au cadre de la RGPD, qui est un programme qui s'appelle Decode, qui permet aux citoyens de reprendre un peu le contrôle sur les données que les plateformes récupèrent de lui pour pouvoir décider des cas d'usage auxquels ils décident que les services soient gratuits ou payants. En réalité, il y avait un jumelage très intéressant à faire entre ces deux villes pour monter en compétences ensemble et accélérer ce développement pour le meilleur. Ça veut dire on peut imaginer, on peut rêver une intelligence artificielle qui a une réalité économique, mais qui soit, comment dire, morale, responsable, éthique. Oui, alors, j'espère. Enfin, je veux dire, moi, je me sens con quand je parle d'AI for good. Ça veut dire que le reste, c'est quoi ? Est-ce qu'on est là en train de se dire bon, c'est cool, on a une machine qui va nous permettre de tout faire beaucoup plus vite, d'optimiser à mort, on va travailler toujours plus et chercher une croissance toujours plus exponentielle de tout par principe? Ou est-ce que on se dit que potentiellement on est face à une révolution copernicienne qui nous permettrait de réintégrer l'homme dans son environnement? En fait, ça me fait penser à un truc que j'adore. Il y a le père de la cybernétique, Norbert Wiener, en 1948. Il disait, c'est marrant, on a peur des machines, on a peur des robots. Le mot robota lui-même veut dire esclave, enfin robot esclave, concrètement machine qui doit nous délester du travail pénible. Et il a cette formule géniale, il dit, mais mon ami, si tu as peur qu'une machine prenne ton travail, c'est que tu es une machine. Et je trouve ça assez génial, parce que quand on réfléchit vraiment à ce qu'une machine peut faire par rapport à l'homme, c'est souvent des tâches de répétition, de mémoire, de précision, qui sont des tâches éminemment machiniques. Toujours aujourd'hui, 54% des tâches qu'un col blanc fait au travail sont des tâches d'administration et de reporting. C'est un rapport du HBR de 2017, qui est quand même assez déprimant. Quand on sait que 80% des gens sont désaffectés à leur métier, quand on comprend qu'ils ont un métier de machine, on peut comprendre pourquoi aussi. Et donc, à mon sens, le premier niveau de l'IA éthique, c'est de bien identifier là où on veut que l'humain agisse par rapport à la machine et potentiellement redevenir humain grâce à la machine. Moi, c'est ma grosse conviction. Alors, sans partir dans le délire un peu fantasmagorique et sympa de on devient tous poètes et créatifs à courir dans les champs parce que la machine travaille pour nous, au moins choisir de l'activité que l'on veut réaliser par rapport au potentiel de la machine qui peut nous délester des tâches répétitives et pénibles, c'est pour moi le premier pas
de cette réflexion et qui est encore assez peu menée, je crois. Gervais Pellissier. Moi, je voudrais simplement rajouter une petite anecdote là-dessus. Il y a 15 ans, j'étais en Chibul et j'ai signé enfin ce que certains avaient rêvé depuis les années 60, qui était la fourniture à la direction des applications militaires du CEA d'un simulateur de calcul construit sur une architecture française. Est-ce que c'était moral ou pas de fournir les systèmes qui permettent aux équipes du ministère de la Défense et du CEA de réaliser des calculs de simulation de notre bombe nucléaire. Moi, je pense que oui, je le dis, mais c'est bien parce que c'est les hommes et les femmes qui après décident de l'usage qui est fait de ça, comme pour toutes les technologies. On est tous dans la salle, tous et toutes, des hommes et des femmes quand même, de la technologie ou pour la technologie. On sait très bien que, et l'intelligence artificielle pour moi c'est la même chose, c'est l'usage que nous en ferons qui va déterminer son usage moral ou immoral. L'objet et l'outil n'est par lui-même ni moral ni immoral. Enfin, je crois que là, on peut en débattre toute la soirée. Là, mais... on n'aura malheureusement pas le temps. Il faudrait 4 heures. Mais simplement, juste quand on est à la tête d'une unité telle que Orange, avec des milliers de salariés, il faut les emmener dans un projet. Moi, j'ai le souvenir de la guerre interne chez Renault, quand on a fait le choix de l'électrique et qu'un certain nombre d'ingénieurs motoristes diesel essence se sont dit on n'est plus du même monde. Il faut pouvoir embarquer ces effectifs. La chance que nous avons, c'est que pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on construise encore des réseaux, que ces réseaux tombent parfois en panne, donc il faut quand même des gens pour les maintenir. Donc on a encore besoin de gens qui vont poser des antennes, qui posent de la fibre. Hein. Je vous rappelle, cette année, on aura posé en France l'équivalent de à peu près 3 millions d'accès fibre dans le pays. On a encore pour quelques années. Donc il y a encore aussi, derrière tout ça, c'est bien, tout est virtuel, on a l'intelligence. Enfin, il faut encore je dirais pas du brick and mortar, mais du câble and mortar pour que tout ça marche quand même. Il n'y a pas de Google sans électricité et sans fibre ou sans antenne de téléphone. Hein. Donc on a encore pas mal de travail à faire là-dedans. Donc ça motive beaucoup les équipes. Et puis, je pense que même pour des gens qui sont plus âgés, qui sont techniciens, qui n'ont peut-être pas tous la capacité de formation d'aller vers l'IA, c'est motivant. Il y a en particulier des métiers où on reconvertit sur ces métiers de la data et l'IA, parce qu'on a mis un PLE2 ensemble. Sur ces métiers de la data et l'IA, il y a un métier en particulier qui est l'ancien métier de maîtrise d'ouvrage de l'informatique, qui est toujours très très utile, parce qu'il faut quand même expliquer à nos brillants esprits qui nous écrivent les algorithmes et qui vont chercher les données dans les data lakes, ce dont on a besoin. Et il faut pouvoir leur articuler dans un langage, parce que eux ils sont tous extrêmement brillants, mais ils sont quand même pas tous, ils n'ont pas tous fait des études de littérature ou d'histoire qui comprennent tous immédiatement le problème concret, client, technique qui est posé par le système. Donc il y a quand même tout un espace de reconversion. Moi je vois dans les équipes data espagnoles dont je parlais, ils sont une centaine, vous avez une quinzaine de personnes qui sont des profils plus âgés, qui sont justement ce qu'on appelle les data visualization, qui sont les gens qui font l'interface entre ce qu'on appelait autrefois l'ingénieur programmeur dans notre informatique classique et puis le besoin du client. Ouais. Donc il y a quand même encore de l'espace, il faut pas faire ça. Puis il y en a plein qui arrivent à se reconvertir, y compris à des âges plus avancés. Hein. Moi je suis surpris, agréablement surpris. Nicolas Roger, juste un mot de conclusion, puisqu'on arrive au bout. Votre vision à 5-10 ans, les 3-4 secteurs les plus impactés par l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'IT? Alors, les secteurs, je dirais que ça touche à peu près tous les secteurs. Si on se place sur le court terme, on commence déjà à avoir des choses assez intéressantes aujourd'hui. Alors, dans le monde effectivement de l'industrie, donc avec les jumeaux numériques, on pourra faire de la maintenance prédictive. Et là, il y a déjà des projets en production sur ce sujet-là qui tournent avec différents constructeurs. Dans le domaine de la médecine, on voit pas mal de progrès aussi. Alors, on n'est pas encore sur un robot qui va vous opérer. Peut-être que ça viendra un jour, mais aujourd'hui, je ne pense pas que quiconque dans la salle fasse confiance à un robot pour une opération. Il préférera un humain. Mais voilà, dans 20 ans, quand les machines auront un taux de succès supérieur à l'humain, la question sera différente. Aujourd'hui, par contre, l'intelligence artificielle aide déjà les médecins à diagnostiquer un certain nombre de choses. Donc ça peut être des tumeurs sur des radios, parce qu'effectivement, on les a entraînés à reconnaître ce genre de choses. Ou effectivement de différents autres sujets.
Donc c'est des sujets qui sont aussi très intéressés aujourd'hui. Et après, voilà, je dirais, toutes les industries vont y passer. Merci beaucoup à tous les trois. Gervais Pellissier, directeur général délégué transformation du groupe, président d'Orange Business Services, Alexandre Cadin, Anima et Nicolas Roger, Equinix. Merci à tous les trois. C'était passionnant.